quatre sources principales de plaisir esthétique face à un objet. La première renvoie à l'histoire personnelle d'un individu, à la complexité de ses expériences dans la diversité des situations émotionnelles dans lesquelles il a pu se retrouver et qui l'amène à aimer certaines choses et à en rejeter d'autres, indépendamment des normes sociales instituées ou du fait de la particularité de ses rencontres avec ces normes sociales. Homans décrit ainsi la manière dont des choix et des expériences antérieures affectent le comportement actuel d'un individu. Ces expériences donnent lieu à des croyances à partir du moment où cette subjectivité, loin d'être analysée dans sa genèse et dans ses propriétés observables, en vue d'une élucidation, est érigée comme emblématique d'une singularité généralement illusoire. Il est par ailleurs compréhensible que des groupes d'individus globalement placés dans des situations similaires, les conduisant à avoir des expériences communes et de ce fait des réactions similaires face à certaines catégories d'objets. La deuxième source renvoie à toutes les significations de divers ordres qui peuvent être associées à un objet. Le plaisir peut dériver alors de la signification elle-même, indépendamment de son association avec l'objet qui ne joue alors qu'un rôle ancillaire. Mais il peut au contraire n'advenir que parce que la signification est étroitement incarnée dans une forme stylistique particulière. Les significations produisent donc par elles-mêmes des déplaisirs, soit directement, soit par leur incarnation stylistique. Troisièmement, le plaisir peut dériver des formes indépendamment de tout élément signifiant. Ceci advient soit parce qu'il n'y a aucun élément signifiant directement impliqué par l'objet, par exemple dans le cas d'une chaise de Marcel Breuer, soit parce que, alors qu'il y a une signification évidente, l'observateur ne le prend pas en considération, lui est indifférent ou hostile et tire plaisir de l'objet indépendamment de ses significations. On peut ainsi aimer une architecture fasciste en étant par ailleurs allergique au fascisme. Enfin, concurremment aux formes elles-mêmes, perçues de manière phénoménologique, dira-t-on, mais ceci n'est possible, filons la métaphore, que par une époquée des autres éléments signifiants impliqués dans l'objet. Il n'est pas évident de voir la tour Eiffel pour elle-même, indépendamment de tout ce qui lui est associé. Tout un arrière-plan comparatif est mobilisé dans la reconnaissance de ses formes. La chaise de Breuer est révolutionnaire par son dessin, ses matériaux. Cet exemplaire de la chaise est authentique. Cette copie de grande série est fidèle à l'original. Ces quatre types de sources impliquent les croyances des individus sur les perceptions qu'ils jugent légitimes. Il convient ici de remarquer que le statut métaphysique des croyances importe peu entre assignation réaliste, telle qu'elle est défendue aujourd'hui par Roger Pouévé, ou représentation subjective dans une veine kantienne. Ce qui importe, c'est la pluralité et la variation des croyances sur les objets, qui est compatible aussi bien avec un statut réaliste des croyances qui peuvent néanmoins être erronées ou inadaptées, ou avec un statut subjectif de ces croyances, qui peuvent néanmoins être adéquates, sinon toute l'entreprise kantienne n'aurait aucun sens. Ce n'est pas sur ce débat que l'entreprise sociologique d'élucidation de la diversité des appréciations peut s'appuyer. Une évolution caractéristique des croyances. J'essaierai d'esquisser une évolution typique des croyances relativement au phénomène esthétique, qui peut être associée à la mise en place et au développement d'une appréciation scientifique de ceux-ci telle qu'elle s'incarne dans une histoire de l'art. Il me semble que trois positions typiques se rencontrent dans la constitution de celle-ci au regard simultanément de la pluralité évolutive des styles et de la tendance à l'opposition des goûts et des préférences caractéristiques de la sphère esthétique. La première position typique pourrait être qualifiée de dogmatique. Elle consiste à considérer qu'un style étant donné, il doit prévaloir sur d'autres par sa supériorité, y compris par exemple à travers la destruction des œuvres représentatives des autres styles. Nous en avons deux exemples célèbres, le rejet par Vasari du gothique et le refus par Le Corbusier d'un style historique ornementé, le conduisant au projet d'une reformulation des canons esthétiques de l'architecture. La deuxième position typique est relativiste. Prenant appui sur la diversité stylistique et l'évolution des goûts, elle en conclut qu'il ne saurait y avoir une norme du goût, mais seulement des caprices évolutifs. D'un certain point de vue, l'œuvre de Alois Riegel peut être associée à la promotion de ce point de vue, défendu à l'époque contemporaine par Haskell ou en France Genet. J'ai nommé la troisième position typique pluralisme.
elle considère essentiellement que tous les styles historiques sont dignes d'intérêt et que les évaluations se font alors de manière interne à ces ensembles styliques historico-géographiques aux contours plus ou moins nets et forcément reconstruits ex post. Il me semble que cette position est particulièrement influente aujourd'hui, qu'elle est supérieure aux deux autres, car plus aisément justifiable, et qu'enfin elle doit permettre, comme point de référence, de comprendre la pluralité des expressions de goût qui se déploient. Nous vivons désormais dans un monde esthétique, savant, qui se caractérise par deux dimensions essentielles. Une classification à peu près complète des formes stylistiques historico-géographiques ou spatio-temporelles, qu'elles aient été produites pour des motifs esthétiques explicites ou non. Une célébration exhaustive de ces formes stylistiques qui sont déployées dans des musées, magnifiées dans des livres, solennisées par des expositions et préservées par des institutions. Les mauvais traitements infligés aux villes historiques d'Europe ne sont plus concevables aujourd'hui, eu égard à ce changement de croyance. La destruction des Halles à Paris fut ainsi l'un des derniers avatars d'une position dogmatique condescendante à l'égard de l'architecture utilitaire de la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, une telle décision serait à peu près impossible. De même, l'église néogothique de Saint-Èvre à Nancy remplace une église romane détruite pour vétusté. Nul ne considérerait aujourd'hui une église romane comme suffisamment vétuste pour être détruite. La position la plus commune de l'histoire de l'art consiste en la description, mais aussi la célébration de tous les styles historico-géographiques. Cette attitude est apparue au XIXe siècle et a eu sa traduction dans les villes européennes par le déploiement de tous les styles historiques, néo-roman, néo-gothique, néo-renaissance, néo-baroque, néo-néoclassique. Cette importance des styles historicisants en architecture a cependant elle-même pu paraître stérile par rapport à une réelle innovation, et la fin du XIXe siècle a ainsi donné naissance à deux styles authentiquement originaux, l'architecture industrielle métallique d'un côté et l'art nouveau de l'autre. Le modernisme, dans sa rupture avec les éléments décoratifs, a prétendu, et a réussi dans une large mesure, à instaurer une norme rejetant toutes les autres normes. Il est aujourd'hui resitué comme un style parmi d'autres, plus ou moins pur et magnifique, au milieu des déchaînements de répétitions peu conformes aux modèles originaux auxquels il a pu donner lieu. La classification et la célébration des styles historiques est donc liée à un souci d'innovation, soit la pérennisation de la variété historico-géographique qui se déploie de manière plus ou moins rapide. Pourquoi vivons-nous désormais dans la célébration de la pluralité des styles, qui donne chacun un guide normatif permettant d'établir une discrimination entre œuvres réussies, emblématiques d'un style donné, et œuvres secondaires ou ratées? La première raison tient à la possibilité analytique d'une autonomisation de la dimension esthétique qui peut être séparée de toutes les significations qui lui sont le plus communément associées, liées à des revendications normatives de toutes sortes. Cette autonomie de la dimension esthétique est une opération sélective de l'esprit, car les œuvres sont multidimensionnelles dans leur genèse, et leurs perceptions le sont aussi le plus communément. Ce n'est que sur la base d'une représentation particulière que les objets à vocation esthétique sont reconfigurés dans un ordre de succession qui les envisage à partir de ses propriétés esthétiques. La deuxième raison de cette célébration de la pluralité tient alors à ce que, du fait de l'évolution et de l'hétérogénéité des styles, il apparaît que les critères esthétiques sont toujours liés à des ensembles stylistiques particuliers. Nous n'avons pas de concept stylistique évaluatif qui permette d'apprécier en amont et par confrontation les statuts de l'île de Pâques, l'art gothique, l'art baroque ou l'art nouveau. Ce sont à chaque fois des ensembles spécifiques qui sont développés dans une large mesure hétérogènes les uns aux autres. D'une manière plus générale d'ailleurs, les mots que nous utilisons, qu'ils soient purement descriptifs ou qu'ils aient une intention évaluative, sont toujours déficients par rapport à la complexité et à la diversité des formes stylistiques, y compris les formes naturelles que nous percevons. On peut souvent lire que les termes esthétiques qui sont utilisés pour rendre compte des propriétés esthétiques sont sans limite. Mon impression est au contraire qu'il y a une certaine pauvreté du langage, pour le moins une inadéquation de celui-ci à rendre compte de perceptions qui par essence ne sont pas langagières, mais qui sont certainement influencées et modifiées par des croyances qui, pour leur part, peuvent être exprimées dans un registre langagier.
Je n'ai aucun moyen, par exemple, de décrire le goût du porc. Par contre, je peux être dégoûté du porc en vertu d'une croyance religieuse que je peux exprimer verbalement. Certes, il reste à comprendre comment se fait en matière de plaisir l'articulation entre croyances advenant quant aux objets, perception directe, si cela a un sens de ces objets. Il n'en demeure pas moins qu'une analyse compréhensive de la diversité des attitudes repérables face aux objets esthétiques doit prendre en considération la complexité de la formation des croyances et leur logique d'évolution et de justification. Les statuts épistémiques des arts. Caroline Julien, mathématiques, esthétique et compréhension. Le titre de ce texte, Mathématiques, esthétique et compréhension, se prête à différentes interprétations. Bien souvent, lorsque l'on associe les termes mathématiques et esthétique, c'est pour mieux les opposer en suivant les dichotomies générales et génériques, telles que émotif versus cognitif, ou encore beauté versus utilité, qui, bien que contestables et contestés, sont fortement ancrés dans nos traditions universitaires. Parfois encore, relier les mathématiques et l'esthétique peut servir à aborder le soubassement mathématique à l'œuvre dans certaines constructions artistiques, musicales, picturales ou architecturales par exemple, ou encore dans une caractérisation de certaines propriétés esthétiques. Aucune de ces alternatives ne sera abordée ici. Si j'ai relié les termes de mathématiques et d'esthétique, c'est bel et bien pour introduire la question de l'aspect esthétique des mathématiques. Et si j'ai rajouté le terme de compréhension, c'est parce que je veux aborder plus particulièrement la dimension cognitive de l'esthétique en mathématiques. Que les mathématiques entretiennent avec la beauté, ou plus généralement avec certaines propriétés esthétiques, des relations étroites et privilégiées, est un topo largement répandu chez les mathématiciens. Ce topos est relativement connu, et il n'est pas particulièrement surprenant de le souligner. En revanche, ce qui est moins connu est le rôle accordé par une large partie des mathématiciens à cet aspect de leur science. L'émotion esthétique qui accompagne le travail de recherche du mathématicien ne serait pas une simple valeur ajoutée, une sorte de récompense pour le travail mécanique du savant, mais au contraire elle surviendrait sur un fonctionnement esthétique, ce dernier étant nécessaire au processus de développement des mathématiques. Poincaré, par exemple, affirme que la sensibilité à l'esthétique des mathématiques est l'instrument de l'invention et de la compréhension. Je pourrais encore citer Hadamard, Hardy ou Rostand qui défendent un point de vue similaire dans lequel l'esthétique est à considérer comme la seule méthode probante pour faire et surtout pour comprendre les mathématiques. Ainsi, de façon synthétique, la question des relations entre l'esthétique et les mathématiques a deux principales facettes. Celle qui concerne l'attribution de propriétés esthétiques aux mathématiques. Cet aspect de la question relève davantage d'un point de vue que l'on peut adopter selon des critères plus ou moins subjectifs en matière de goût et de préférence esthétique que d'une thèse qu'il faudrait argumenter. Celle qui concerne l'attribution d'un rôle cognitif nécessaire et fondamental à la prise en compte de l'élément esthétique au sein des mathématiques. C'est naturellement la deuxième facette qui m'intéresse en particulier. En effet, c'est celle-ci qui engage des questions philosophiques et épistémologiques puisqu'elle porte sur le processus du fonctionnement des mathématiques et qu'elle implique que la logique mathématique doit être complétée d'une approche esthétique. Mais avant de vouloir et de pouvoir mesurer les implications de la thèse selon laquelle l'esthétique est nécessaire aux mathématiques, encore faut-il pouvoir la démontrer, la justifier de façon argumentée et cohérente. En effet, si cette façon de concevoir le rôle de l'esthétique au sein des mathématiques est relativement fréquente, de nombreux mathématiciens l'adoptent. Rares sont ceux qui se sont essayés à la justifier autrement que par des affirmations sans référent à leurs expériences personnelles de la pratique des mathématiques. Ceux qui se sont néanmoins engagés dans une démarche démonstrative l'ont fait à partir d'un arsenal de présupposés métaphysiques et ou ontologiques, qui par suite limitent considérablement leur système argumentatif. La thèse que je propose est que la théorie symptomatologique de l'esthétique de Goodman constitue un outil adéquat pour rendre compte du fonctionnement esthétique des mathématiques et de sa valeur cognitive. Cette thèse exige une triple explication. Tout d'abord, pourquoi sélectionner l'outil goodmanien? Ensuite, comment faut-il interpréter la notion de valeur cognitive? Et enfin, que faut-il entendre par fonctionnement esthétique des mathématiques? Sélection de l'outil goodmanien. La première difficulté qu'il faut surmonter pour proposer une défense argumentée quant au fonctionnement esthétique des mathématiques est tout simplement le choix d'un outil adéquat. Les raisons pour lesquelles j'ai sélectionné la théorie goodmanienne se rangent sous deux grandes catégories.
La première concerne le domaine d'application de la dite théorie. La particularité de l'approche goodmanienne de l'esthétique réside en cela qu'elle procède d'une analyse des propriétés syntaxiques et sémantiques des systèmes symboliques dans le but de fournir une caractérisation fondée sur une approche symptomatologique de leur fonctionnement esthétique. Il est bien connu que Goodman remplace la question « qu'est-ce que l'art » par la question « quand y a-t-il art ?» L'une des conséquences de ce déplacement est la délocalisation, ou tout au moins l'élargissement du domaine standard de l'esthétique, celui délimité de manière plus ou moins nette par les beaux-arts. Plus exactement, l'art est dans le projet de Goodman davantage un point de départ qu'un point de convergence. L'art est ainsi le terrain d'investigation privilégié. Il donne à Goodman l'occasion d'examiner le fonctionnement esthétique des systèmes symboliques et d'en fournir une caractérisation symptomatique générale. À ce titre, sa théorie doit donc être applicable à toute discipline créative qui met en jeu un langage symbolique. Elle semble ainsi tout indiquer pour être appliquée aux mathématiques. La seconde raison porte sur la distinction entre mérite et valeur esthétique. En effet, Goodman ne propose pas un traité sur le mérite esthétique, c'est-à-dire un moyen de distinguer de façon évaluative l'esthétiquement bon de l'esthétiquement mauvais, mais il propose une étude de la valeur esthétique, c'est-à-dire une analyse fonctionnelle de l'esthétique. L'objectif principal de Goodman est de construire un outil capable de rendre compte du fonctionnement esthétique et de sa dimension cognitive. Or, ceci correspond précisément à la perspective sous laquelle j'ai placé la question des relations entre esthétique et mathématiques. Ainsi, en adoptant la stratégie goodmanienne, il semble envisageable de justifier le fonctionnement esthétique des mathématiques, ainsi que son rôle cognitif. Il convient à présent de préciser ce qu'il faut entendre par valeur cognitive de l'esthétique en mathématiques.